Bonjour à tous. Avec Valérie, on va vous présenter un peu le travail qu'on fait à l'Observatoire national du suicide. Vous pouvez passer directement à la diaposition suivante. L'Observatoire national du suicide, dont le secrétariat est assuré par la direction de la statistique du ministère, autrement dit l'adresse. Je vous ai fait un petit panel des sources statistiques disponibles qui viennent nourrir nos travaux et surtout les rapports de l'ONS qui sortent tous les 2 ans, le prochain en septembre de cette année. Donc on a naturellement les enquêtes réalisées en population générale, mais également sur certaines populations spécifiques, comme les enquêtes sur les populations estudiantines ou les panels de certains professionnels de santé. Ces enquêtes nous permettent de collecter des mesures déclaratives d'indicateurs de santé mentale ou de pensée suicidaire, mais bien sûr pas rien sur le suicide. On pourrait imaginer de mettre des questions sur l'exposition au suicide, mais ce n'est pas le cas dans les enquêtes dont j'ai connaissance. Je vous en ai listé quelques-unes ici. On a aussi les données de consommation de soins, puisque en France, les données de consommation de soins, grâce à l'assurance maladie, sont assez bien, en tout cas celles qui sont remboursées, sont assez bien collectées. Donc on a beaucoup de données sur les passages aux urgences, les hospitalisations pour raisons psychiatriques et les tentatives de suicide qui font l'objet d'une hospitalisation ou d'un passage aux urgences. On a aussi les données de SOS médecins qui viennent nourrir le travail remarquable que fait Santé publique France. Ça s'appelle la surveillance syndromique ou le point épidémiologie santé mentale. Il est assez difficile à trouver sur Google. Le mieux, c'est de vous abonner à leur lettre sur leur site. Et on a aussi l'ANSM avec le groupement EPIPHAR qui fait tout un travail sur la consommation médicamenteuse, notamment depuis la crise. Et bien sûr, nous, on s'intéresse beaucoup aux consommations de psychotropes, neuroleptiques psychotropes principalement, voilà, qui ont augmenté d'ailleurs depuis la crise. Et enfin, il y a les données de mortalité exhaustives collectées par le CEPIDC. La dernière année disponible, c'est 2017. Alors, ils ont fait un travail un peu en urgence sur 2020 du fait du Covid, mais les données ne sont pas encore accessibles en ligne pour vous. Je vais vous parler là, ici, vous pouvez passer la diapo. Je vais vous parler ici principalement de ce sur quoi j'ai travaillé personnellement pour l'ONS et puis pour le Bureau État de santé de la population de l'adresse, qui sont les résultats de l'enquête EPICOV, donc une grande enquête qui a été un partenariat entre l'INSERM et l'adresse, qui a été lancée à la faveur de l'épidémie, enfin la faveur, au décours, on va dire, de l'épidémie de Covid en mai 2020. Elle couvre la France métropolitaine et les Trois-Dômes. Son champ, c'est la population de 15 ans et plus, vivant dans tout type de ménage, mais pas en EHPAD ni en prison. On a tiré au sort 370 000 individus, on n'a eu que 135 000 répondants. Mais les non-répondants, on parle d'une correction de la non-réponse pour quand même, grâce à une pondération, avoir un échantillon représentatif et quand même suffisamment important. Et on a comparé les données de santé mentale qu'on a pu collecter dans cette enquête avec des données de référence sur la même population de 15 ans et plus des années 2014 et 2019. Vous avez en bas les trois vagues, non pas d'épidémie, mais les vagues d'enquêtes qui ont été réalisées. Il y en a eu une en mai 2020, une en novembre 2020, une autre en juillet 2021, dont les résultats n'ont pas encore été publiés, donc je n'ai pas tellement le droit de vous les présenter, en tout cas de les exposer, mais je pourrais vous en parler si vous avez des questions. Donc, on a pu mesurer un indicateur de santé mentale assez fiable qui est le taux de syndrome dépressif. Donc, vous avez par classe d'âge est-ce que je vais arriver à pointer par classe d'âge, vous avez les 4 temps de mesure disponibles, donc 2014, 2019, mai et novembre 2020 à chaque fois pour chaque classe d'âge. Vous voyez donc, ce qui nous a bien sûr alerté et ce qui a été quand même relativement bien médiatisé depuis le début de la crise, c'est cette augmentation chez les 15-24 ans. Alors, bien sûr, entre 2019 et 2020, avec un pic vraiment en mai 2020, mais il faut quand même s'interroger sur cette progression entre 2014 et 2019, qui est passé un peu... voilà, c'était le monde d'avant, mais dans le monde d'avant, déjà, entre 2014 et 2019, ça ne se passait pas très bien pour eux. Vous avez en jaune les syndromes majeurs qui sont vraiment évocateurs d'un épisode dépressif, et en orange, les syndromes mineurs qui recouvre peut-être plutôt un mal-être. En novembre 2020, ça régresse quand même par rapport au pic mai 2020, qui correspondait quand même encore à une situation, la moitié du mois de mai, on avait des gens qui étaient encore confinés.
Donc en novembre 2020, les taux de syndrome dépressif s'établissent à 11% en moyenne des 15 ans et plus. C'est à peu près pareil en juillet 2021. Mais ça varie beaucoup selon le sexe. Les femmes chez qui ça avait vraiment beaucoup augmenté en mai 2020, ça redescend donc un peu plus en novembre. Mais c'est les syndromes mineurs qui régressent, donc les états de mal-être. Les syndromes majeurs, eux, restent à des niveaux supérieurs à ceux de 2019, ce qui nous laisse à penser que peut-être la déflagration de la crise a été une entrée dans la dépression pour certains, pour une minorité de personnes, et qu'ils y restent. La dépression étant une maladie un peu chronique. Voilà, donc le mal-être conjoncturel à mai 2020 a lui un peu régressé en novembre et juillet, mais les taux de syndrome majeur, donc syndrome dépressif majeur, évocateurs d'une potentielle maladie psychiatrique, eux, restent plus élevés. On a repéré un sous-groupe très, très à risque, les jeunes femmes, puisque une jeune femme sur 4 a été concernée par un syndrome dépressif, dont plus de 10% en syndrome majeur, contre 5% des hommes de cette classe d'âge. Comme on a interrogé la même population en mai, en novembre 2020 et en juillet 2021, on peut travailler sur des données, on appelle ça longitudinales, donc toujours un peu les mêmes personnes. Et on voit que ce groupe de jeunes femmes reste déprimées ou dépressives en mai et en novembre. 10% d'entre elles contre 4% de la population générale. On peut avancer. Vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît. La baisse apparence en profite tant que la diapo ne passe pas. Pour vous dire, une question qu'on pose souvent, c'est la baisse apparente. Alors, bon, déjà, elle n'est pas significative, cette baisse chez les personnes plus âgées, de 75 ans et plus, puisque les intervalles de confiance se recoupent beaucoup. Et il y a un problème d'échantillonnage dans cette enquête qui fait qu'elle a été passée massivement par Internet. Et donc, on suspecte, et on a des données qui montrent qu'on a sous-estimé le nombre de personnes âgées avec porteuses d'un handicap. Donc c'est peut-être pour ça, comme les personnes âgées porteuses d'un handicap sont très souvent dépressives, c'est peut-être pour ça qu'on a une baisse apparente, mais qui serait liée à un biais de sélection dans notre échantillon. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Ou alors on peut prendre une question sur ces données-là en attendant la suite. Juste quelques secondes, on a un problème technique. Voilà. Je comprends, pas de problème. Oui. Il y a un surrisque lié au sexe féminin en population générale, hors temps de crise, qui est connu en clinique et en épidémiologie. La dépression, les troubles anxieux et dépressifs frappent plus fréquemment les femmes que les hommes qui, eux, sont plus concernés par des problèmes d'addiction et de troubles du comportement, notamment la violence. Donc la déflagration de la crise a appuyé sur les vulnérabilités de chaque sexe, en fait. Juste une précision avant de reprendre. Quand les personnes posent des questions dans la salle, il faut absolument utiliser le micro pour les personnes qui sont à distance. Merci. Oui, donc il faut poser les questions dans le micro. Je pense que c'est pour des questions d'enregistrement. Voilà. Les facteurs de risque, donc ce genre de grande enquête nous permet de repérer les facteurs associés, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure du possible, au fait de présenter un syndrome dépressif. Donc on voyait en novembre et en juillet disparaître des facteurs de risque un peu propres à la situation de confinement, où on voyait que, par exemple, le fait d'être confiné dans une maison avec un jardin était protecteur au fait d'être confiné dans un appartement, par rapport au fait d'être confiné dans un appartement sans balcon, par exemple. Donc on capte encore les facteurs associés qui étaient variables hors période de crise, donc l'état de santé perçu, la présence d'un handicap, comme je vous disais, le fait de fumer, le fait de boire tous les jours, le fait d'être une femme. Et puis, bien sûr, de vivre dans un climat de conflit, voire de violence avec son conjoint notamment. Bon, c'était des éléments qui étaient connus hors période de crise et qui sont bien restés présents et très fortement associés à un syndrome dépressif pendant la crise. Bien sûr, on a des inégalités sociales de santé mentale assez importantes en France, avec des populations qui sont soumises à un stress économiques et financiers qui sont bien sûr beaucoup plus à risque de présenter un syndrome dépressif. C'est le cas des chômeurs, mais c'était aussi le cas des étudiants en mai 2020, et c'est toujours le cas en juillet 2021. Et des nouveaux facteurs qui n'existaient pas avant la crise, qui sont le jeune âge et la symptomatologie au Covid aussi, c'est-à-dire que les gens ayant
déclarant en tout cas dans l'enquête des symptômes évocateurs de la Covid, qui présentent des taux très élevés de syndrome dépressif ensuite. Voilà. Puis on a des variables d'opinion qui représentent peut-être un peu la défiance que le répondant a vis-à-vis du gouvernement ou des pouvoirs publics, qui sont, en général, plus on est défiant vis-à-vis des pouvoirs publics, plus on est dépressif, ou alors plus on est dépressif, plus on est défiant vis-à-vis des pouvoirs publics. On peut avancer. On a posé des questions seulement en novembre 2020 sur les comportements suicidaires, principalement sur les pensées suicidaires et le fait d'avoir fait une tentative de suicide. Je crois que c'est une des premières fois en France qu'on pose la question à autant de personnes en même temps, puisqu'on a des données sur 108 000 personnes en novembre 2020. Quand on demande aux gens, au cours des 12 derniers mois, avez-vous pensé à vous suicider ? 2,8% de la population nous dit oui, 2,5% des hommes et un peu plus de 3% des femmes. Ce taux monte à 5% chez les 15-24 ans et il descend à 1,7% chez les 75 ans et plus, sachant que je vous ai parlé du problème d'échantillonnage qu'on a chez les 75 ans et plus. On peut penser qu'il y a eu un effet protecteur des deux confinements, puisqu'en novembre 2020, on était encore en confinement, un confinement différent, mais c'était encore un confinement. On peut penser qu'il y a un effet protecteur des confinements sur les comportements suicidaires. Ça a été d'ailleurs montré dans les données de consommation de soins et de passage aux urgences pour tentative de suicide. Il y a eu une baisse de la mortalité par suicide en 2020 du fait de la cohésion et peut-être aussi de la sidération qu'a eu notamment le premier confinement. 4% des gens nous disent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie, 3% des hommes et 5% des femmes. Et dans les 12 derniers mois, sur les 108 000 personnes qui nous ont répondu, on a 0,2% des gens qui nous disent avoir fait une TS au cours des 12 derniers mois. C'était 206 personnes, dont 54 femmes, donc un quart, âgées de 15 à 24 ans. Bon, là, les effectifs sont tout petits, c'est comme souvent le cas en suicidologie, mais quand même, on voit qu'un quart des gens qui avaient fait une TS, qui nous disent avoir fait une TS dans l'année, sont des jeunes femmes. 100 personnes sur les 200 personnes nous disant avoir fait une TS ont été hospitalisées pour cette tentative. On peut avancer. Donc les jeunes femmes particulièrement concernées, je vous l'ai dit, là vous avez à gauche les hommes et à droite les femmes. En bleu, c'est les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, donc c'est le pourcentage qui est situé sur l'axe de gauche, donc ça monte à 6%, à plus de 6% chez les femmes. Et en jaune, vous avez, mais pour l'axe de droite, les tentatives de suicide effectuées au cours des 12 derniers mois. Vous voyez que ce schéma un peu en pente, pas douce d'ailleurs, en pente assez raide, ne correspond pas aux distributions par âge des années 2010 et 2017 que j'ai mis pour rappel à droite, où on a plutôt des plateaux. En fait, les pensées suicidaires sont plutôt stables au long des classes d'âge en 2010 et 2017, et on voit en revanche, pour les données 2020, une vraie pente. C'est beaucoup plus fort chez les jeunes gens que chez les plus âgés. On peut avancer. Là encore, on peut trouver des facteurs de risque et des facteurs de protection aux pensées suicidaires, qui ne sont pas du coup les mêmes que ceux du suicide. C'est pour ça que j'ai mis ce petit dessin de Franquin, pas seulement pour l'humour, mais aussi parce que voilà, les facteurs associés aux pensées suicidaires ne sont pas du tout les mêmes que ceux associés au suicide. Ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes, vous le savez certainement mieux que moi. Donc on repère que c'est les gens qui vivent seuls, aussi ceux qui ont une symptomatologie déclarée du Covid, qui présentent des plus forts risques de pensées suicidaires. C'est très marqué pour la symptomatologie au Covid. L'état de santé perçu, le fait d'être handicapé, en tout cas de déclarer handicap, la situation financière, l'évolution de la situation financière en lien avec la crise. Les gens qui déclarent que la crise a dégradé leur situation financière ont une probabilité plus forte de présenter des pensées suicidaires. Le jeune âge et le sexe féminin. Le diplôme supérieur aussi, le fait d'avoir un diplôme plus élevé. La tabagie, l'alcool quotidien et aussi la consommation régulière de cannabis. Plus de 10% des consommateurs réguliers de cannabis déclarent des pensées suicidaires. C'est un chiffre auquel on ne s'attendait pas. Et également, les pensées suicidaires sont plus fréquentes en ville que dans les champs. En facteur de protection, on a le fait d'être en emploi ou en retraite, le fait d'être issu d'une immigration extra-européenne, soi-même ou ses parents, de vivre dans un quartier politique de la ville, donc de vivre dans les quartiers plutôt dégradés. C'est un facteur de protection de déclarer des pensées suicidaires. Et le couple, qui est bien sûr protecteur, avec ou sans enfant d'ailleurs. On peut avancer. Je laisse la parole à Valérie.
Merci Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste vous a présenté les données issues, principalement les données issues de l'enquête EPICOV. Moi, je vais vous parler un peu plus largement des travaux qu'on conduit depuis le début de la crise sanitaire à l'Observatoire du suicide, surtout pour vous donner envie d'attendre la parution du prochain rapport, donc en septembre de cette année. Donc, dès le mois d'avril 2020, évidemment, les membres de l'Observatoire se sont mobilisés autour de l'inquiétude qui était partagée sur quels vont être les effets de cette crise sanitaire sur les conduites suicidaires, puisqu'effectivement, la pandémie semblait créer tous les facteurs de risque bien connus d'augmentation des conduites suicidaires, l'isolement, la diminution du support social, la perte d'emploi, les ruptures de prise en charge des soins, etc. Donc au début, évidemment, on n'avait aucune donnée. Donc on a réfléchi collectivement à partir des travaux qui existaient sur des crises antérieures, à partir d'hypothèses. Et puis progressivement, les données ont été mises à disposition et on a eu beaucoup de réunions de travail où on a partagé les informations. Très vite aussi, au niveau national et au niveau international, il y a eu une abondante littérature, même une littérature foisonnante sur les effets de cette crise sur à la fois la santé mentale et puis plus particulièrement les conduites suicidaires. Alors évidemment, c'est pas facile de mesurer les effets de cette crise qui est systémique sur la santé mentale et le suicide. D'abord parce qu'il y a évidemment des difficultés à établir une causalité entre cette crise qui touche tous les aspects de notre vie quotidienne et les conduites suicidaires. Ensuite aussi, Jean-Baptiste l'a montré un tout petit peu, c'est que c'est pas facile en termes de données de comparer la situation pendant l'épidémie avec ce qui s'est passé avant, puisqu'il y avait des évolutions auparavant. Notamment, on a vu une augmentation chez les plus jeunes entre 2014 et 2019. Donc voilà, il y avait une tendance déjà. Et puis aussi parce qu'on avait, sur les enfants, on avait peu de données sur la santé mentale des enfants avant l'épidémie. Ensuite, cette crise se caractérise par une succession d'épisodes très différents, avec des restrictions de liberté qui varient beaucoup, qui varient d'une période à l'autre, mais même parfois d'une région à l'autre. Et donc, évidemment, ça ne facilite pas l'analyse des effets. Donc, il faut de bonnes données et de bonnes études, ce que nous avons. Voilà. On peut avancer. Alors du coup, ce qu'on a fait à l'Observatoire, c'est qu'on a on a confié à une sociologue une revue de littérature systématique de tous les travaux publiés au niveau national et au niveau international, qui a été réalisée à partir de la veille stratégique que réalise notre collègue Monique Carrière pour l'Observatoire. Et donc cette revue de littérature est aujourd'hui terminée, donc elle portera sur tous les travaux publiés en 2020 et en 2021. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'il y a encore beaucoup de travaux en cours et voilà, il faut arrêter le curseur à un moment donné. Mais voilà, cette revue de littérature va être très intéressante. Ensuite, on avait lancé à l'Observatoire, avant l'épidémie, des recherches sur la prévention du suicide des jeunes et qui ont abouti pendant la pandémie et qui donc tombent à point puisque, évidemment, les enseignements de ces recherches, dans le contexte actuel où les jeunes sont plus touchés que les autres par cette crise, sont évidemment intéressantes à exploiter, à utiliser. Et comme Jean-Baptiste vous l'a dit, on aura dans le prochain rapport de nombreuses fiches statistiques à partir des différentes sources d'informations qui sont disponibles. Je ne reviens pas dessus. Alors le rapport sera aussi accompagné d'un recueil numérique qui recensera toutes les références au-delà de celles qui sont analysées dans la revue de littérature et aussi les articles de presse, parce que c'est intéressant de voir à travers les articles de presse comment la question de la santé mentale a émergé dans le débat et dans les discussions. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques grands enseignements, je vais aller vite parce que Jean-Baptiste les a déjà évoqués. Peut-être j'insisterai sur le premier. Les premiers résultats qu'on a très vite vus, c'est que les effets de la crise sanitaire sont socialement différenciés. Je crois que c'est très important de le souligner. Les inégalités sociales se sont accrues pendant cette crise. Ce qui est maintenant bien documenté, c'est que les conduites suicidaires auraient diminué pendant les périodes de confinement. Et on l'observe en France, mais aussi à l'étranger. Ce qui reste plus incertain, évidemment, c'est les impacts à long terme de cette pandémie sur les conduites suicidaires.
Et ce qui est établi aussi, c'est que la crise a davantage affecté les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, et sans doute parmi les jeunes adultes, les étudiants plus particulièrement. Donc je vais juste vous donner quelques éléments aussi sur les recherches qu'on a financées sur les jeunes. Alors ces recherches, il s'agit de 4 recherches qu'on a financées. Elles ont démarré en 2018 et comme je l'ai dit, elles ont abouti en 2020-2021. Elles sont très ancrées empiriquement et elles mobilisent plusieurs disciplines. Et c'est ça qui en fait la richesse. Et ce qui est intéressant dans les résultats que vous trouverez dans le prochain rapport et dans des articles qui sont en cours de publication par les auteurs, c'est que ces recherches convergent en proposant un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il consiste à dire que il ne faut pas se limiter à l'analyse des facteurs de risque, mais qu'il faut appréhender la souffrance des jeunes à travers leur trajectoire de vie et leur contexte de vie. Et ce regard porté sur les trajectoires permet de questionner les moments les plus adaptés et les moments les plus propices à la prévention du suicide. Ensuite, ces recherches, ce n'est pas nouveau, mais confirment l'importance du lien, du réseau, l'importance de rester connecté et interroge peut-être sur le fait que c'est ça qui a manqué pendant la crise sanitaire, c'est peut-être ça qui manque aux jeunes pendant cette épidémie, en sachant évidemment que la littérature montre qu'il y a différents phénomènes qui ne vont pas tous dans le même sens. À la fois, les confinements ont pu resserrer les liens autour des familles et donc ça a pu être protecteur, et en même temps, là où il y avait des situations conflictuelles, ça a pu rompre des liens ou aggraver les difficultés existantes. Pour finir, ce que ces recherches nous disent aussi, et c'est là que je vais faire un lien avec la journée, avec le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est que pour être optimale, la prévention du suicide, d'abord, ne doit pas être centrée uniquement sur le jeune, elle doit tenir compte de son environnement et notamment de sa famille, mais aussi de l'ensemble des acteurs et des professionnels qui accompagnent les jeunes. Et surtout, elle doit être articulée et partagée entre les acteurs de la prévention pour être efficace. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce que vous voulez vous dire pour vous donner envie d'attendre le prochain rapport qui va paraître en septembre.